Le challenge, c'était d'essayer de faire une synthèse un petit peu de tout ce qui a pu se dire et en même temps d'essayer de voir un peu plus comment on peut résumer le Covid long, parce que c'est vraiment une vraie question aujourd'hui. On l'a vu avec tous les intervenants. Il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de symptômes. On ne peut pas parler du Covid long, on devrait parler des Covid longs. Hein. Et surtout, ce qui est extraordinaire, si vous regardez bien, c'est qu'il y a plusieurs façons de le prendre en charge et que tout le monde a de bons résultats. Dominique utilise des nosodes, des isothérapies, donc travaille sur les barrages, etc., avec des messages uniquement électromagnétiques de type homéopathique. Pascal a montré une prise en charge très complète, mais basée aussi sur de l'immunomodulation homéopathique, bien sûr avec des nutriments. Claire a montré, même si on ne parlait pas spécifiquement du Covid long, d'une prise en charge je dirais globale, intégrative, un petit peu comme vient de le faire Michel. Et les résultats ne sont pas meilleurs ou plus mauvais chez l'un que chez l'autre. Ça veut dire aussi qu'en fonction de vos habitudes, de votre sensibilité, vous êtes homéo, vous n'êtes pas homéo, vous avez toujours des choses à faire pour aider les patients, beaucoup plus d'ailleurs que de ne rien faire comme on fait aujourd'hui ou de considérer que c'est dans la tête. Alors c'est quoi un Covid long au fait ? Est-ce que c'est la persistance de symptômes du Covid aigu ? Je vais dire des choses un tout petit peu différentes de Pascal, mais en même temps très complémentaires. C'est ma vision des choses, hein. J'essaie de raisonner, c'est comme ça que vous le retrouverez. Je vais aller vite au départ, parce que vous le retrouvez dans la revue que j'avais écrite sur le sujet, que je vous ai distribuée. Est-ce que c'est des persistances de symptômes ? C'est-à-dire vous avez des symptômes et puis il reste, comme l'anosmie par exemple, il ne se passe rien d'autre qu'une cicatrice. Est-ce que c'est l'apparition secondaire et persistante d'autres symptômes, de complications ? Est-ce que c'est une réactivation, une aggravation d'une fragilité, d'une affection chronique, d'une maladie auto-immune par exemple, comme on a pu le voir ? Et puis, c'est quoi un Covid long en termes de temps ? Plusieurs ont dit 6 semaines, 2 mois. Pascal l'a très bien dit, à un moment donné, c'est les symptômes tout de suite, puis un peu plus loin. Et puis aujourd'hui, on voit des Covid longs de 12, 18 mois. Hein. Donc, c'est forcément pas les mêmes malades. Ça a été très clairement dit. Donc, je vais aller vite parce que c'est pratiquement les mêmes études qu'a montré Pascal. On doit avoir à peu près les mêmes chiffres. Mais on va voir qu'ils sont... je dirais, variable suivant ce qu'on considère. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple d'une étude danoise qui montre que la moitié des personnes présentant des cas graves de Covid ne parvenaient pas à s'améliorer après 1 an et demi. Et effectivement, c'est très clair, Claude l'a montré aussi, les gens qui ne sont pas soignés font des cas beaucoup plus graves, et s'ils font des cas plus graves, ils font plus de Covid long. Donc là, on parle d'1 an et demi. Vous voyez, on commence à être vraiment sur des symptômes très très persistants et qu'il va falloir comprendre. Des études suggèrent que les Covid longs devenaient moins courants à mesure que la pandémie progressait. C'est grâce à la vaccination. Ou alors, c'est parce que le variant a muté. Mais c'est aussi, là, le problème, c'est l'interprétation qu'on fait de tout ça. Parce que réellement, je le disais en plaisantant qu'à moitié, la conclusion, c'est qu'il y a moins de Covid long depuis qu'on vaccine. Non, il y a moins de Covid long depuis que le virus a muté et que les Covid sont moins graves, puisque le Covid long sont spécialement liés à la gravité du Covid. Et là, c'est bien sûr l'hypocrisie de l'interprétation qui mériterait un peu plus d'études. Je vous renvoie évidemment à toutes les vidéos qu'on fait au CSI, où on essaie de démontrer tout ça. Alors ici, pour le CDC, donc aux États-Unis, 15% des adultes américains ont souffert d'un Covid long et environ 5% déclarent en souffrir actuellement. Ça, c'est une étude relativement récente. Je vous ai mis les sources dans la diapo que vous retrouverez. Pour d'autres, donc, c'est 15%, mais encore une fois, ça dépend de quoi on parle. Parce que ici, on ne parlait que des troubles cognitifs. Et évidemment, les symptômes cognitifs sont réduits depuis la vaccination. Sauf que depuis la vaccination, le variant a complètement changé.
Ou alors peut-être que les troubles cognitifs sont moins importants quand les gens sont vaccinés parce qu'ils ont moins peur de faire un Covid grave. Il y a beaucoup de biais dans ces études et je vais vous en reparler parce que je reste persuadé qu'une partie des personnes qui ont un Covid long ont en fait un syndrome de stress post-traumatique. Parce que vous le savez tous, surtout la première année, les gens qui ont fait un Covid grave et qui n'avaient aucun soutien médical restaient chez eux avec du Doliprane en priant de ne pas s'aggraver, de ne pas finir comme le monsieur qu'ils avaient vu à la télé, allongé sur le ventre et intubé. Parce que c'est ça qu'on leur mettait en face d'eux. Donc, imaginez, pour des gens qui ne connaissent pas bien la médecine en plus, à quel point ça pouvait être angoissant. Moi, je sais que j'ai un ami qui s'est vacciné uniquement pour ça. Parce qu'il a vu à la télé les gens intubés, allongés sur le ventre, en disant « je ne veux pas finir comme ça ». Et je lui disais « mais t'inquiète pas, j'ai 0 patient qui ont fini comme ça. J'ai 0 patient en réanimation sur plus de 1000 malades. » Bon, à l'époque, j'en avais pas eu 1000, mais... Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs psychologiques. 31% des personnes ayant développé un Covid long ont déclaré avoir initialement des symptômes très sévères. Donc, vous voyez qu'il y a un lien. Il y a 14%, mais 31% quand ils ont fait un Covid sévère. On a toujours les mêmes chiffres. En France, c'est une partie, je crois, de ce qu'a montré aussi Pascal, donc je vais aller vite. Donc l'infection post-Covid a été estimée à 4% en population générale, 30% parmi les personnes infectées, soit 2 millions de personnes de plus de 18 ans. Cette prévalence diminue avec le temps écoulé depuis la dernière infection. Bon, voilà. Donc c'est toujours les mêmes chiffres, que ce soit aux États-Unis, etc. Et Pascal a montré une méta-analyse, je crois, là-dessus. Il y en a plus chez les femmes, plus chez les actifs. Bon, voilà. Et évidemment, plus quand ils ont été hospitalisés, puisqu'ils faisaient un Covid plus grave. L'âge, alors ça c'est très intéressant parce qu'on nous a bassiné en disant il faut vacciner les vieux parce qu'ils ont plus de risques de faire des Covid graves. Mais en tout cas, ici, l'âge n'a pas été, dans le Covid long, c'est pas le Covid grave ici bien sûr, l'âge n'a pas été identifié comme un facteur. Bien. Alors de quoi on parle? Parce que évidemment, vous comprenez que toutes ces études mélangent tout. Donc c'est nos gouvernants, nos agences de santé qui se servent de ces chiffres, alors qu'on n'a même pas défini ce que c'était un Covid long. On mélange des poires, des prunes et des pommes, et on essaie de voir un petit peu ce qu'on peut en comprendre, mais non. Donc, on va essayer de résumer. Les causes principales pour moi, alors là c'est vraiment ma position, liée à ce que j'ai pu regarder, étudier et mon expérience. Les causes principales du Covid long, ça peut être une persistance du virus. Je sais que certains d'entre vous ici soignent vraiment le Covid long comme ça, surtout au début, on considère que le virus, il n'a pas disparu au bout de quelques jours, il est là, il perdure. Ça peut être le réveil d'une crypto-infection, on en a largement parlé, et c'est à mon avis une des principales causes de Covid long, réellement long. Évidemment, ce Covid, à cause de la protéine spike, parce que là, en fait, on va bien comprendre qu'on va résumer tout ça sous le nom de spikeopathie. Je ne l'ai pas utilisé dans le diaporama, mais c'est vraiment la protéine spike qui est en cause. Que ça soit celle du virus ou celle du vaccin. J'ai volontairement pas parlé du vaccin. Vous avez vu que dans le programme, je ne l'avais jamais évoqué, parce que parler du vaccin nous amène à des considérations politico-philosophico, je ne sais quoi, et c'est pas très intéressant aujourd'hui. Le vaccin, à mon avis, mériterait un colloque d'une journée comme ça, au moins. Et puis, il peut persister une cicatrice, j'ai parlé tout à l'heure de l'anosmie, d'un symptôme de Covid aigu. Et parmi les symptômes qui peuvent perdurer d'un Covid aigu, il y a cette peur, cette anxiété, le traumatisme psychologique qu'il ne faut absolument pas négliger. Et il y a des patients, à mon avis, dont le traitement principal sera de la psychothérapie, de l'EMDR en particulier. Alors, en cas de persistance du virus, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, est-ce que c'est fréquent? J'ai aucune idée là-dessus, c'est pas étudié parce qu'il n'y a pas vraiment d'examen possible. Je pense que c'est surtout les premiers mois, quand on a des Covid qui durent, qu'on devrait appeler d'ailleurs un Covid persistant plus qu'un Covid long, parce qu'on n'est pas encore sur le Covid aussi long qu'on voit aujourd'hui. Et donc, à mon avis, la persistance du virus, quand c'est des Covid longs qui durent depuis plus d'1 an, je ne suis pas certain qu'elle soit en cause, mais en fait, j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'il n'y a pas de diagnostic possible en routine. On peut faire des sérologies, on l'a vu, et peut-être que si on dosait les anticorps anti-N, Pascal en a parlé, nucléoplasmides, qui sont spécifiques de l'infection, et les anti-S qui sont
mixte, à la fois liée à l'infection et au vaccin, on pourrait peut-être avoir une petite idée, mais comme beaucoup de gens sont vaccinés, et plus ils sont vaccinés, plus ils font de Covid long, je trouve, contrairement à ce qu'on nous dit à la télé. En tout cas, ils font des Covid plus graves. Donc je crois sincèrement que les vaccinés font plus de problèmes, et c'est normal, puisque le Covid vient impacter votre système immunitaire à cause de la protéine Spike, et le vaccin vient le réimpacter une nouvelle fois. Donc forcément, comme la maladie Covid, c'est une maladie liée au système immunitaire, c'est pas le virus, hein, personne n'est mort du Covid, tout le monde est mort de la réaction immunitaire au Covid. Bah, si vous restimulez avec le vaccin, avec le Covid, avec le Covid, forcément, ça pose des problèmes. Donc il faudrait différencier les patients vaccinés ou pas, et ça c'est un vrai problème. Une chose est sûre, plusieurs fois des confrères, consoeurs m'ont demandé, oui mais si on fait une sérologie que les anticorps sont très élevés, est-ce que c'est une preuve que la protéine Spike est persistante, ou que, donc pour les vaccinés en particulier, ou que le virus est persistant? Bah, pour moi non. Le meilleur exemple, c'est quand vous avez des patients qui ont été vaccinés parfois une seule fois avec le vaccin d'hépatite B, ils ont des anticorps qui montent très 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 haut, et ces anticorps restent très 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 hauts des années, et parfois 10, 20, 30 ans. Donc un seul contact peut donner des anticorps très élevés, donc le fait d'avoir des anticorps très élevés, à mon sens, n'est pas un critère très spécifique. Est-ce que des tests thérapeutiques peuvent nous aider? Probablement, et c'est pour ça que certains redonnent des doses d'ivermectine, en particulier d'azithromycine. Mais autant c'est certainement utile quand on a un Covid persistant au bout de quelques semaines, quelques mois, au bout d'un an et demi, je ne suis pas certain que ça soit aussi utile. Voilà, donc ça, c'est sûr que quand maintenant on a des patients qui consultent un an après une certaine errance thérapeutique, ça devient de plus en plus complexe si c'est une persistance du virus. En tout cas, donc j'ai voulu essayer de vous faire un résumé des différentes pistes pour les différentes situations. Alors, le traitement sera forcément probabiliste, puisqu'on a vu qu'on n'avait pas de capacité d'avoir une preuve de la persistance du virus aujourd'hui. Il faut certainement, à mon sens, donner de l'ivermectine. Alors, on pourra en discuter avec Claude, mais j'ai vraiment, moi, l'impression que l'ivermectine aide beaucoup. L'hydroxychloroquine aidait aussi. Alors, c'est vrai qu'on a eu moins l'occasion de faire l'expérience, parce qu'on a eu une interdiction à un moment donné. Et comme l'ivermectine est arrivé, on s'est plus tous mis à prescrire de l'ivermectine. Mais en tout cas, on a des gens qui ont traité seulement avec l'ivermectine, avec des résultats intéressants. Voilà, hydroxychloroquine, point d'interrogation, azithromycine, probablement par cure. Alors, moi, c'est ce que j'ai appris à faire dans le Lyme chronique, dans les crypto-infections, c'est de faire des traitements plutôt séquentiels. C'est peut-être aussi parce que je suis homéopathe et que j'aime pas les traitements antibiotiques très longs, mais je sais, et que Christian en particulier a eu d'excellents résultats avec des traitements beaucoup plus longs. Je ne parle pas que du Covid, hein, je parle dans les crypto-infections. Donc il n'y a pas une seule façon de faire. Mais en tout cas, oui, je crois qu'il faut absolument ajouter l'azithro à l'ivermectine si on a un Covid persistant, avec l'idée que c'est une persistance du virus. Et c'est aussi certainement la meilleure façon de faire un test thérapeutique. Quelles sont les autres pistes? Évidemment, le zinc, on vient d'en parler. La vitamine D, on vient d'en parler. Plutôt du dédrogyle. J'ai pas d'action, mais vous savez que c'est une vitamine D préactivée et que en aigu, il vaut mieux le dédrogyle. Cela étant, les vitamines D naturelles à forte dose, on a vu les diapos, je crois que c'était Claire en particulier, qui mettait des doses, personne n'a remarqué, mais c'était des doses jusqu'à 6 gouttes de 2000, donc 12 000 unités par jour. On peut faire ça aussi. Les probiotiques, sans aucun doute, Michel vient d'en reparler largement, je ne vais pas revenir. Probablement la quercétine associée à la vitamine C, qui paraît être vraiment un anti-infectieux intéressant, un antiviral intéressant, qui peut être mis peut-être en alternance avec les antibiotiques, si on ne veut pas faire des cures longues d'antibiotiques. Hein. De la même façon que l'ivermectine, c'est très beau, mais quand on prescrit l'ivermectine plus de 5 ou 6 jours, on se fait allumer par les pharmaciens. Déjà, 5 jours hors nomenclature, c'est pas toujours évident. Donc si vous voulez mettre 3 semaines d'ivermectine, comme on aimerait le faire dans certains cas, j'y reviendrai, il faut quasiment aller acheter l'ivermectine sur Internet, à l'étranger, parce que sinon on se fait allumer. Donc voilà, ou c'est même pas délivré par le pharmacien qui vous téléphone quand il téléphone pas, quand il n'envoie pas l'ordonnance
chez nos amis de l'ordre. Probablement de l'enzymothérapie. Mais là aussi, il y a un gros flou, j'y reviendrai plusieurs fois, parce que l'enzymothérapie, elle est très intéressante. Plusieurs en ont parlé. Le problème, c'est qu'il y a des modes et il n'y a pas d'études vraiment claires. Est-ce que la nattokinase est vraiment meilleure ? Est-ce qu'elle va vraiment mieux dégrader la protéine spike ? Sincèrement, je n'en sais rien. Je ne suis pas certain. Après, il faut aussi trouver des bonnes sources de nattokinase. Quel est le bon dosage de la nattokinase ? Je n'en sais rien. On a vu plusieurs intervenants parler de sérapeptase et je crois aussi de bromélaïne. Disons qu'on maîtrise mieux les doses dans la bromélaïne et la sérapeptase. Peut-être la sérapeptase est supérieure mais à la bromélaïne, je veux dire, mais voilà. Donc là aussi, vous ferez votre expérience. Moi, je n'ai pas d'argument scientifique pour vous dire celle-là, elle est vraiment meilleure. Le glutathion ou la NAC. Comme Michel vient d'en parler, j'ai vraiment une préférence pour la NAC. Le seul problème de la NAC, c'est que si on est très âgé, on fabrique très mal son glutathion, donc la NAC devient beaucoup moins efficace. Cela étant, la NAC, ce n'est pas seulement le précurseur du glutathion, ça a d'autres propriétés intéressantes. Et je commence toujours par la NAC si je peux. À quelle dose ? Michel vient de le dire, certainement plus que 600 mg quand on a des persistances de virus, voire des Covid aigus, et certainement plus proche de 900 à 1200 mg. Il n'y a quasiment pas d'effet secondaire. L'autre, c'est un produit soufré, donc on peut avoir des trous digestifs. L'autre élément, c'est que c'est beaucoup moins cher que le glutathion. Et Michel a très bien noté que malheureusement, le problème du glutathion, c'est sa biodisponibilité et la traversée de l'estomac, entre autres. Et c'est en plus une molécule très instable, puisqu'elle elle s'oxyde très vite. Alors l'homéopathie, je ne vais pas détailler là, puisque j'ai fait une diapo. L'aromathérapie, probablement, donc là on revient sur ce qu'a dit Claire, en sachant que là aussi, l'aroma, moi j'aime bien l'alterner avec les antibiotiques, ça évite de donner trop d'antibiotiques trop longtemps. Et les antihistaminiques, on en a parlé, mais on en reparlera un peu plus tard pour d'autres raisons. La NADH pour la fatigue, Michel en a parlé un peu rapidement. Le défaut de la NADH, c'est que c'est un peu cher, mais c'est un produit qui peut être très intéressant. Voilà. Et quelques autres, évidemment, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Et les corrections diététiques, j'ai mis un point d'interrogation, je me demande vraiment pourquoi, mais j'y reviendrai. Je l'ai mis un point d'interrogation parce que je ne suis pas certain que dans la persistance virale, ça soit l'élément essentiel. Cela étant, de manger n'importe comment est évidemment une très mauvaise idée et il vaut mieux avoir une alimentation méditerranéenne si on veut mieux s'en sortir. Mais j'y reviendrai dans une autre diapo. Alors, l'homéopathie, je vous ai fait une diapo, je vais aller relativement vite. Vous savez que pour certains d'entre vous, on a un forum de discussion qui s'appelle Santé France et pour les homéopathes, Homéosens. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail si vous voulez vous y adhérer. Et on a beaucoup échangé sur les traitements homéopathiques qui pouvaient nous intéresser dans l'infection aiguë et dans les Covid longs, en cas de persistance du virus. Donc je vais vraiment aller vite, vous aurez les diapos de toute façon. C'est parce qu'on pourrait débattre de cette diapo juste pendant 1 heure. Donc l'isothérapie, on en a parlé avec Dominique, la souche corail. Je vous dirai tout à l'heure, en dehors de mon intervention, éventuellement comment on peut se la procurer, ou sinon vous m'enverrez un mail. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Tout à l'heure, Dominique, sur les barrages, a proposé une dose 200, 1000, 10 000. On a aussi des possibilités quand on veut aller, je dirais, plus doucement, parce que les patients parfois réagissent fort. On peut avoir cette posologie de 5 granules tous les dimanches en 200 cas, puis la même chose en 1000 cas, puis la même chose en 10 000. Là aussi, chacun a un petit peu ses habitudes. Si jamais le patient en plus est vacciné, on peut utiliser l'isothérapie du vaccin. La microimmunothérapie dont a parlé Pascal, à mon avis, le Mireg en particulier, et peut-être la formule EID, qui veut dire état d'immunodéficience. Si le virus persiste, on peut penser que le système immunitaire est en immunodéficience. Ça, c'est si on ne fait pas de bilan immunitaire. Le mieux pour faire de la microimmuno, c'est de faire un typage lymphocytaire. On a un remède qu'on a repéré qui est Portia fimbriata 7CH. Il y en a certains qui le connaissent bien ici. Sincèrement, il est assez efficace. Et la suramine D6 également, donc en granules. Certains vont utiliser l'interféron bêta seul, donc c'est de l'immunothérapie, c'est de la micro-immunothérapie, mais avec
sur des cytokines spécifiques, là, pour le freiner. Et on a aussi quelques remèdes homéopathiques, Califos en D6 qui peut être intéressant pour les fatigues, Cryptolepsis en basse dilution, Stanum, Physalis physalia en 30 CH et Sarcolactic acide pour les douleurs. Vous pouvez prendre la photo, de toute façon vous aurez les diapos. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce traitement. Et évidemment, si vous êtes homéopathe, des remèdes de symptômes et surtout des remèdes de terrain. Alors, ça peut être aussi le réveil d'une crypto-infection. Donc, on a tous mis le livre de Christian. 5 minutes, il reste? Oh putain, ça va être dur. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf au niveau des traitements pour la synthèse. Bon, c'est sûrement beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Vous avez vu cette épidémie de mycoplasme pneumoniae actuellement. S'il n'y a pas de lien avec la vaccination, je me demande vraiment d'où il vient. Donc évidemment, il peut y avoir des liens avec le Covid et le vaccin. La réactivation virale est certainement une des choses qu'on voit le plus souvent, à mon sens. Mais c'est loin d'être la seule, bien sûr. On a largement parlé de BV, mais aussi Zona, herpès et CMV. Évidemment, alors mon impression quand même, c'est que le réveil des Borrelia, Bartonella, Babesia est moins fréquent que les EBV. Les EBV, d'ailleurs, ça a été publié, comme l'a dit Pascal. Ça montre à quel point c'est vraiment fréquent. Bon, maintenant, évidemment, il y a très peu de gens qui s'intéressent à ces germes. Et je pense que dans le Covid long, personne ne les a cherchés. Donc, il faudra voir un peu. Mais mon impression, c'est que c'est moins fréquent. Il y a les candidoses qui sont très importantes, qui se réveillent à cause de la baisse immunitaire, à cause des antibiotiques que les gens vont recevoir parce qu'on croit qu'ils ont des surinfections. En plus, comme on l'a dit, c'est souvent de l'amoxicilline, ce qui n'arrange pas les choses. Voilà. Et évidemment, pour ça, il faut faire un bilan immunitaire et des sérologies adaptées. C'est ce qu'on a vu avec plusieurs intervenants. J'ai adoré découvrir cet article du COVARS. Vous savez, le COVARS, c'est le comité scientifique qui a remplacé le comité scientifique. Et dans son avis, le COVARS exprime sa conviction que la question du syndrome post-Covid doit être abordée sous l'angle plus général des syndromes post-infectieux qui peuvent survenir à la suite d'une infection par divers micro-organismes. Et donc, je vous laisse lire, mais vous voyez que toutes les causes de syndrome post-infectieux, l'Epstein-Barr virus, le SRAS, bien sûr, la maladie de Lyme. C'est-à-dire que le COVARS nous explique qu'on a raison, et pourtant, la plupart des scientifiques disent que ça n'existe pas. Donc, je voudrais savoir qui a... Voilà. Donc, vous pouvez vous appuyer quand même sur l'avis du COVARS pour dire, bah, moi, dans un Covid long, je traite des réactivations de crypto-infections ou ce que vous voulez. Voilà. Donc, et toujours dans l'article, hein, les symptômes du syndrome post-infectieux sont, et vous retrouvez évidemment la fatigue, bien entendu, et tout un ensemble de symptômes qu'on vous a largement décrits dans les présentations précédentes, avec le brouillard, les sueurs, etc. Donc, voilà, qui peuvent évoquer d'ailleurs de la babésia, qui peuvent évoquer beaucoup de choses. Voilà, je vous ai mis la référence, vous l'aurez. Vous voyez, c'est du 7 novembre, hein, c'est pas vieux. Hein. Donc, j'étais bien content de le trouver, celui-là. Donc, la prise en charge de la crypto-infection, là pour le coup, autant pour la persistance du virus, on n'a pas les capacités d'en faire du diagnostic, les crypto-infections, on a des capacités d'en faire un certain diagnostic. Évidemment, on n'a pas tout ce qu'il faut, on n'a pas toutes les analyses parfaites, mais on a quand même beaucoup d'éléments pour nous mettre sur la piste. Et si on n'a pas assez de la biologie, on peut tester au pouls, on peut tester en kinésio, comme vous voulez. Donc en tout cas, je vais aller vite là-dessus, mais c'est pour rappeler qu'évidemment, les antibiotiques sont particulièrement importants et Claude en particulier a rappelé l'importance d'utiliser plutôt des macrolides ou des cyclines. L'ivermectine dans l'EBV, ça paraît être une piste vraiment importante, sauf qu'il faudrait le faire plusieurs semaines. Et ça nous pose un problème, je dirais, quasiment médico-légal. Peut-être l'hydroxychloroquine, j'ai mis dans le cas de Borrelia, parce que pour vous raconter mon histoire en 3 secondes, pourquoi je me suis mis dans cette aventure, c'est parce que quand le Covid est arrivé, très rapidement, le professeur Raoult a dit le traitement d'après les études en Chine, etc., azithromycine, hydroxychloroquine, et c'est le traitement qu'on utilisait chez Chronimed depuis plus de 10 ans.
Donc je savais que ce traitement était efficace sur les crypto-infections, je savais qu'il était sans danger, qu'il était facile à utiliser, et tout d'un coup on nous dit non, ça marche pas, faut surtout pas faire ça, et puis après on nous interdit de le faire. Donc imaginez quand même qu'un truc qu'on utilisait depuis des années, l'hydroxychloroquine était en plus en vente libre jusqu'à fin 2019, oui c'est ça. Donc c'est là où tout de suite on se dit ils nous prennent pour des cons. Voilà. Donc bon, l'aromathérapie comme l'a décrit Claire, pardon, excuse-moi, qui me paraît particulièrement intéressant, évidemment, surtout s'il y a des virus, parce qu'on n'a pas d'anti-infectieux contre les virus, contrairement aux antibiotiques pour les bactéries, même si l'azithromycine marche aussi d'une certaine façon, donc vous savez tout ça. Dans les anti-infections, on n'a pas beaucoup cité la propolis et la nigelle, je pense que c'est vraiment des pistes très importantes. Moi, je suis un grand fan de la propolis, qui est un antibiotique naturel très puissant. Cela dit, l'aroma est peut-être encore plus puissant, sauf que l'aroma, c'est un peu moins facile à utiliser, il y a des effets secondaires, il y a des contre-indications, etc. Alors que la propolis, on va dire, on peut l'utiliser pratiquement chez tout le monde. Voilà. L'artémisia a été citée, et je pense qu'il faut vraiment l'envisager, l'armoise, et puis la micro-immuno, surtout dans les virus, on a été plusieurs à le dire. Donc 2L-EBV, CMV, Zona, et j'ai mis surtout 2L-XFS. Donc, pour nos collègues qui avaient posé la question, parce que Pascal n'a pas eu le temps d'en parler, le syndrome de fatigue post-virale répond très souvent au 2L-XFS si le système immunitaire est plutôt en hyperactivité et non pas en immunodépression. C'est vrai que pour autant, on va souvent utiliser le 2L-EBV aussi. Et alors, chacun a ses recettes. Pascal, tout à l'heure, pourra en redire un mot. Mais moi, j'utilise souvent 2L-EBV en premier pendant, par exemple, 2 mois et 2L-XFS derrière. Mais en tout cas, les EBV chroniques se traitent très, très bien comme ça, les CMV aussi d'ailleurs. Triflucan, candidose. Moi, je suis assez prescripteur de triflucan, même si j'adore l'aroma, même si j'adore tout ce qu'on peut utiliser comme traitement naturel pour les candidoses. Mais ça va souvent beaucoup plus vite au départ. Et c'est un bon test en plus thérapeutique. Bien sûr, on peut prendre en charge le terrain. Bien sûr, on va faire ce que vient de nous raconter Michel. Vitamine D surtout, vitamine C probablement. Zinc, là, à ce moment-là, dose d'entretien, pas les doses d'attaque du Covid aigu. Probiotique ou symbiotique. Symbiotique, je vous rappelle, c'est l'association pro et prébiotique. Moi, personnellement, je suis un grand prescripteur de chlorophylle en association ou en alternance. Pourquoi ? Parce que la chlorophylle agit sur la flore fongique, en dehors du fait qu'elle absorbe les gaz, qu'elle va réguler le transit, qu'elle va être très très intéressante pour le confort intestinal. Donc c'est mon expérience, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. J'alterne symbiotique et chlorophylle et ça me donne d'excellents résultats. Échinacée, bon, tu as raison, c'est pas la plus puissante, mais ça reste quand même un bon immunostimulant. Maïtake, Una des gâteaux en particulier. Claire en a cité d'autres, comme l'andrographis par exemple. Alors, la célongénine dont personne n'a parlé jusqu'à maintenant, qui est une des plantes africaines de Tubéry, ici à Toulouse on les connaît pas mal. La célongénine, c'est vraiment la plante ou l'extrait de plante qui permet d'agir sur les excès d'immunité, tout en agissant aussi sur les notions de fibrose. Ça tombe bien parce que dans le Covid long, la fibrose et l'excès d'immunité, c'est souvent ce qu'on veut essayer de traiter. Donc, je vous laisse vous intéresser à cette plante absolument passionnante. Elle avait été utilisée par Pierre Tubéry, même dans les fibroses, comment on appelle ça, rétro-péritonéales. Et on l'utilise dans beaucoup de maladies, on va dire, auto-immunes ou allergiques. On n'a pas parlé trop de l'oligothérapie. Bon, il y a des choses certainement intéressantes à creuser. Michel a parlé du cuivre. Moi, j'utilise beaucoup les oligosols dans ces cas-là, comme le cuivre or argent. Et évidemment, travailler sur les barrages, je n'y reviens pas. Et tu vois, je n'avais pas vu ton diaporama et j'avais marqué l'importance de l'anamnèse, parce que c'est vraiment l'essentiel pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors, troisième solution, apparition ou réveil d'une maladie auto-immune. Je regarde si je tiens le rythme, ça va être dur, hein. Donc, parfois, souvent, en lien avec une crypto-infection. C'est-à-dire qu'on va avoir une vraie maladie auto-immune ou quelque chose qui ressemble. Ça peut être un Guillain-Barré, ça peut être plein d'autres choses. Évidemment, on le voit, à mon avis, beaucoup plus avec le vaccin qu'avec le Covid, mais on le voit vraiment avec le Covid aussi, surtout quand il y a eu des antécédents de maladies auto-immunes. Mais
pour moi, c'est souvent parce qu'il y a un réveil de crypto-infection qu'il y a une maladie auto-immune qui se réveille ou qui se déclare. En tout cas, on ne peut pas faire sans un bilan immunitaire complet. Personnellement, on n'en a pas parlé, je rajoute pratiquement toujours un typage HLA qui me donne pas mal d'informations sur les fragilités immunitaires, sur le terrain, les prédispositions, et également, on va le voir un petit peu plus tard, sur les prédispositions aux intolérances alimentaires. Bon, il faut avoir évidemment une formation et avoir l'habitude de le faire, mais je trouve qu'on sous-estime l'intérêt du typage HLA. Les sérologies, on en a parlé, donc j'y reviens pas. On fait toujours des dosages des anticorps antinucléaires et des ENA pour savoir s'il y a vraiment une maladie auto-immune spécifique ou pas. Et personnellement, donc, je rajoute toujours dans une maladie immunitaire un bilan ImmuPro pour rechercher les intolérances alimentaires, parce que je pense qu'il y en a au moins dans 80% des cas, pour ne pas dire presque 100%. C'est très rare que les gens qui ont des maladies auto-immunes n'aient pas des intolérances immunitaires. Et il y a certainement d'autres bilans qu'on pourrait faire. Je ne rentre pas dans plus de détails. Donc la prise en charge de l'état auto-immun, maladie auto-immune ou état auto-immun avec une maladie un petit peu atypique, certainement la microimmunothérapie qui est vraiment une bonne façon de réguler. On pourrait rajouter à ça, bien sûr, la prise en charge des barrages, comme l'a montré Dominique, mais il faut avoir, bien sûr, ces notions de barrage. La célongénine, dont je vous ai déjà parlé. Ah bah si, je l'avais mis, pardon. Je croyais que j'avais oublié. Pour moi, s'il y a un déséquilibre immunitaire, et surtout quand il y a de l'auto-immunité, il y a très souvent une perturbation et de la flore et de la muqueuse intestinale. Donc travailler sur la perméabilité et la flore paraît absolument essentiel si on veut avoir une chance de réguler les choses à moyen terme. Et travailler sur les intolérances immunitaires me paraît tout aussi essentiel. Alors, j'ai la chance de participer à un groupe de recherche international sur les intolérances alimentaires, ce qui me permet de voir ce qui se passe dans plein d'autres pays, essentiellement européens, mais pas seulement. On a aussi des confrères ou consoeurs en dehors de l'Europe, et c'est extraordinaire de voir qu'on trouve exactement la même chose, avec des pratiques médicales très différentes parfois, hein, mais on a exactement la même expérience, on retrouve exactement les mêmes choses. Donc pour moi, le bilan ImmuPro, c'est certainement celui qui est le plus rigoureux, c'est-à-dire celui qui a le moins de risque de faux positifs ou de faux négatifs. C'est pas un bilan parfait, il n'y a pas de bilan parfait. Il y a un mot que j'utilise tout le temps, je crois que c'est Nathalie qui l'a évoqué à sa façon, on ne traite pas des analyses, on traite des gens. Ça veut dire, je dis aussi, la biologie éclaire la clinique, et surtout pas le contraire. Il n'y a rien de pire que de traiter de la biologie sans avoir de la clinique. C'est n'importe quoi. On fait beaucoup de bêtises. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on peut faire un bilan ImmuPro à quelqu'un qui a 0 symptômes. On trouvera peut-être des intolérances. Il les gère bien. Ça nous ramène un petit peu à ce que disait Pascal aussi, sur globalement l'objectif de notre système immunitaire. Hein, on est là pour essayer de se réguler. D'avoir quelques IgG contre certains aliments n'est pas forcément pathologique. Donc c'est vraiment utile si ça crée de la pathologie. Alors il y a forcément quelques faux positifs et quelques faux négatifs dans ces bilans, parce que par exemple si vous mangez très souvent un aliment et que vous avez une hyperperméabilité intestinale, vous avez des risques que l'aliment sorte positif. Ça ne veut pas dire automatiquement qu'il est gênant pour vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il est presque toujours contributif dans les maladies auto-immunes, et parfois, par exemple, dans la spondylarthrite ankylosante, c'est miraculeux. Moi j'ai des patients qui sont équilibrés qu'avec les intolérances alimentaires. Je le complète souvent par le typage HLA, parce qu'on peut avoir des intolérances au gluten qui ne passent, et malgré un bilan ImmuPro négatif sur le gluten, je parle, chez les gens qui sont DR3, DR7, DQ2, DQ8, et quand ils sont DR3, DR7, DQ2, je peux vous dire qu'ils ont beaucoup de risques de faire une maladie auto-immune et beaucoup de risques d'avoir des intolérances alimentaires, surtout au gluten. Donc le problème dans les intolérances alimentaires, c'est que le gluten et le lait ne sont pas toujours les seuls en cause. On peut toujours essayer de dire arrêtez le gluten, arrêtez le lait, peut-être ils le font pour rien. Et par contre, on passe à côté de tout le reste. Bon, évidemment, ces bilans ont un défaut, c'est le prix, parce qu'il ne s'est pas remboursé. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est de s'adapter au patient et surtout le laisser choisir. On ne va pas dire lui, il n'a pas trop d'argent, je ne vais pas lui faire un bilan, parce qu'il a peut-être envie de faire un bilan plus complet, il a peut-être envie de savoir. Et d'autres vont vouloir faire des bilans plus petits. Il faut vraiment s'adapter.
Il y a un problème de faux positif dans les bilans d'intolérance alimentaire, c'est quand les gens ont des grosses hyperperméabilités intestinales, parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène des CDD, CCD, j'ai fait une faute, c'est les CCD, CDD c'est autre chose. Et dans ces cas-là, il y a beaucoup de légumes et de fruits qui sortent de façon artificielle. Alors là aussi, il faut un petit peu d'expérience pour lire le bilan dans ces cas-là, mais surtout, ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas faire ces bilans quand les gens arrivent la première fois avec un intestin complètement déglingué. Voilà, globalement, c'est simple à interpréter, mais il vaut mieux avoir un peu d'expérience et une formation pour les cas un peu délicats. Ce qu'il faut savoir, c'est contrairement à ce qu'on dit, parce que c'est des bilans qui sont complètement rejetés par les allergologues, il y a des milliers de publications sur les intolérances de ce type, c'est-à-dire ce qu'on appelle les allergies de type 3, puisque ça mesure bien les allergies de type 3, ce qu'on appelle maintenant officiellement des hypersensibilités. L'hypersensibilité au gluten non cœliaque est totalement reconnue par la science officielle, et pourtant les allergologues continuent à nous dire que ça ne sert à rien, ces bilans ne servent à rien. Voilà, ça marche très très bien. Donc en pratique, juste pour que vous le sachiez, c'est une simple prise de sang sur un tube EDTA, c'est assez facile. Et pour les petits bilans, on peut les faire sur une goutte de sang. Ça peut être intéressant aussi pour les gens qui ne sont pas médecins et qui ne peuvent pas prescrire des prises de sang. Quand on a des aliments qui sortent positifs, il faut les supprimer pendant 1 ou 2 mois. Et ensuite, c'est le patient qui décide. Parce que la vérité, c'est la clinique. Si les gens suppriment un aliment et qu'ils vont beaucoup mieux, je peux vous dire qu'ils vont continuer. Et quand ils vont mal à chaque fois qu'ils réintroduisent, au bout de 2 ou 3 fois, ils comprennent, bon, j'arrête ces conneries, ça peut être les œufs, ça peut être les amandes, ça peut être les kiwis. Donc il faut vraiment laisser le patient faire son expérience, mais il faut l'inciter à la faire. Voilà. Et après, on fait une réintroduction progressive et par rotation des aliments. Et il faut éviter de reprendre quotidiennement les aliments qui étaient positifs. Et parfois, la réintroduction est impossible. On a des intolérances aux œufs, au gluten, qui durent des années. Et en fait, les patients ont beaucoup de mal à réintroduire. Voilà, c'est au patient de trouver sa motivation. Donc les autres pistes, alors on n'en a pas parlé du tout et je ne vais pas détailler, mais il y a les low dose of naltrexone, donc la LDN, qui est une piste vraiment intéressante dans les maladies auto-immunes, mais c'est un peu particulier. Je voulais juste le citer pour que vous y pensiez. La mélatonine est certainement intéressante, mais à quelle dose ? C'est un grand antioxydant, c'est un régulateur immunitaire, c'est pas seulement pour le jet lag, mais dans ces cas-là, il faut peut-être aller à plus forte dose, à 10, 12, 15, 20 mg. La cortisone, parfois, on peut avoir besoin de cortisone dans ces situations-là. On peut essayer d'agir, ça c'est les travaux de Jean-Marc Sabatier, sur le système rénine-angiotensine, qui est certainement impacté ou impliqué dans ces moments-là. Alors ça, c'est ce qu'on a, nous, travaillé en homéopathie, grâce à, en particulier, Laurent Hervieux. Les gens qui connaissent vont reconnaître ces prescriptions. Et en allopathie, on a les sartans aussi, c'est Jean-Marc qui nous les suggère, mais aussi les IEC, éventuellement le singulaire et les antihistaminiques qu'on retrouve là. J'y reviendrai. J'y reviendrai maintenant. Je pense qu'il y a un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le syndrome d'activation mastocytaire, ou SAMA, qui est probablement beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit dans les Covid longs, et qui est peut-être même impliqué dans les Covid aigus, qui explique l'efficacité des antihistaminiques. Alors pour agir sur un SAMA, on n'a pas beaucoup de choses, parce qu'on a soit le montelukast, soit les antihistaminiques, un chromoglycate, personne ne l'utilise pratiquement. Les régimes pauvres en histamine, c'est un peu compliqué. Les low dose of naltrexone et éventuellement les IRS qui sont cités. Mais on a vraiment aujourd'hui peu de pistes. Alors le SAMA, je vais aller un peu vite, mais parce que je ne vais pas détailler tout ça, sinon ça me prend trop de temps. Je voulais vous le mettre dans le diaporama pour que, pour que vous vous rendiez compte que le SAMA, c'est vraiment tout ce qu'on a déjà vu dans d'autres définitions, dans les autres conférences, sur le Covid long. Et donc, il faut vraiment, je vous invite à vous intéresser au SAMA et on va essayer de trouver des traitements complémentaires. Cela étant, ce qu'on a déjà vu dans les conférences précédentes sont des pistes aussi. Bien, et bien entendu, si vous avez une maladie auto-immune, il faut traiter les causes et à commencer par les crypto-infections.
Alors, dans les persistances ou cicatrices d'un symptôme du Covid aigu, là aussi, ils sont très nombreux. Ça peut être l'anosmie, les séquelles pulmonaires, les troubles du système nerveux, les troubles de l'humeur, les troubles cardiovasculaires, avec des lésions parfois très embêtantes, des séquelles rénales, elle est aussi liée aux microthromboses, et des divers symptômes, comme des symptômes dermato, comme les eczémas, etc. Et évidemment, ces symptômes persistants peuvent être aussi en lien avec un SAMA. Donc la prise en charge des séquelles, ça va dépendre desquelles, évidemment. On peut reproposer différents bilans que vous avez pu voir aujourd'hui et certains que j'ai cités. Et évidemment, ça peut être très compliqué par les effets secondaires des vaccins qui s'y rajoutent. Ces séquelles peuvent être des signes de persistance virale, donc on revient sur ce qu'on a déjà dit. Et évidemment, dans tout ça, il n'y a aucun consensus, mais de nombreuses publications. Et c'est surtout ça que je vais vous montrer, c'est cette étude du 17 mai 2023 sur la Spike Protein Related Pathology, ce qu'on appelle aussi maintenant la spikeopathie. Dans cette publication, on a 342 références PubMed, donc c'est quand même solide, et il propose 7 traitements allopathiques et 37 remèdes naturels. Et pour garder mon temps, je vais juste vous montrer les 2 tableaux. Ça, c'est les 7 médicaments qui qui montrent dans cette espèce de méta-analyse de cette publication une efficacité reconnue dans les différentes études publiées: l'ivermectine, la cortisone, les antihistaminiques, l'aspirine, la LDN. Vous voyez que ça a été quand même bien étudié. Nous, en France, on l'utilise très peu, mais on a peut-être tort. La colchicine, bon, moi, je ne suis pas un grand fan. Et la metformine. Alors, j'ai juste mis une étude qui est publiée, enfin, un article qui a été publié dans le Vidal, qui dit que la metformine, c'est bien, mais ça arrive trop tard. J'aurais dû mettre en gras le plus important. Un traitement précoce par la metformine semble significativement réduire le risque de développer un Covid long, mais cette protection apparaît du même ordre que celle accordée par une primo-vaccination. Ha ha ha, j'adore. Et ce qui diminue la portée pratique de ces résultats. Donc, vous voyez que, ils ont juste oublié de dire éventuellement les effets secondaires de la metformine et du vaccin, par exemple, parce que quand on dit ça, il faudrait avoir la balance bénéfice-risque. Et ça sera mon avant-dernière diapo. Vous aurez tout ça dans le diaporama, évidemment. Quels sont les remèdes naturels qui sont cités? D, C, K2, très très important la K2 à mon avis, la NAC, le glutathion, la mélatonine, la quercétine. Ça, c'est un antioxydant, je ne sais plus. L'anigel, le resveratrol, le curcuma. Et tout ça a été publié: magnésium, zinc, nattokinase, les oméga 3, la lutéine, la millepertuis, le fisétine qui est un antioxydant très intéressant. Il y a un laboratoire ici qui en propose. Le boswellia qui est une plante aussi, la pygénine, le muscade, la sauge, la rutine, le limonène, les algues, les extraits de taraxacum, de pissenlit, la cannelle dont Claire a parlé, le chardon-marie, l'andrographis dont Claire a parlé aussi, Prunella vulgaris, je n'ai pas d'expérience du tout, la réglisse, la cardamone, le clou de girofle, le gingembre, l'ail, le thym, la propolis. Vous voyez que tout ça a été publié d'une façon ou une autre dans la spikeopathie. Donc évidemment, notre vrai problème, nous, c'est on donne quoi, hein? Parce qu'on peut repartir avec une valise de médicaments comme ça. Donc c'est là où aujourd'hui on n'a pas assez de recul et que chacun fait un peu son expérience. Il y en a qui préfèrent faire de l'isothérapie et lever des barrages, il y en a qui vont donner plus de phyto et d'aromas, il y en a qui vont donner des antibiotiques, et on va essayer d'accompagner ça au mieux en fonction du patient, comme l'a montré aussi Michel, avec un certain nombre de nutrithérapeutiques ici. Voilà. Donc, dans le diaporama, vous aurez les différentes possibilités pour la prise en charge pulmonaire, mais j'ai déjà trop parlé. Donc, vous l'aurez. Et là, je cite l'huile de Harlem en plus, que personnellement j'aime beaucoup, mais qui est un peu, pas toujours très bien tolérée. Mais l'huile de Harlem est absolument géniale pour les poumons. Pour le vasculaire, évidemment, on a de nouveau des choses qu'on a vues, oméga 3, resveratrol, la vitamine K2 très importante, en homéopathie, cardine, et surtout tous les venins, avec un venin particulier de scorpion, l'Androctonus.
Des choses plus connues comme Sécalé, le cornouiller en gémothérapie aussi, qui est très intéressant, la saule et la reine des prés en phyto, qui peut être un équivalent de l'aspirine évidemment, et un certain nombre de plantes très utiles pour la microcirculation. Et l'enzymothérapie en vasculaire. Évidemment, c'est pas du tout exhaustif, hein, c'est les pistes principales que j'ai essayé de vous mettre. Dans le neuro, on va retrouver les oméga 3, les vitamines B, le ginkgo. Je m'intéresse beaucoup à la B3 en ce moment et à la nicotinamide mono, la NMN. On en reparlera. Ouais, c'est ça. Le ginkgo, qu'il ne faut surtout pas oublier ici, et en cardiovasculaire, les antioxydants, les neuromédiateurs dont on n'a pas beaucoup parlé, ou de façon indirecte, mais à mon avis, les plantes qui agissent sur les neuromédiateurs sont absolument essentielles. Et évidemment, l'homéo, surtout pour les neuropathies, comme Calmia, Hypericum, etc. Pour l'anosmie, la gueusie, franchement, j'ai pas beaucoup de choses géniales à vous proposer en tout cas. Il faut essayer de traiter les causes. Peut-être que l'isothérapie, alors je dis pas peut-être, c'est peut-être avec l'isothérapie du virus que j'ai eu les meilleurs résultats, mais c'est très aléatoire. Et il y a aussi une partie de guérison qui est spontanée. L'enzymothérapie est certainement importante, la rééducation, et quelques remèdes homéopathiques, je vous ai cités, qui ont les anosmies dans leur pathogénésie, mais enfin, c'est pas très très fidèle. Et la sénongénine qui peut jouer pour son double effet immunitaire et fibrose. Ouais, je sais, c'est pour ça que je me dépêche. Voilà, là on retrouve, alors toi tu utilises beaucoup la ashwagandha, moi j'aime beaucoup la rhodiole, mais les deux sont importantes. Pour les psys qui sont dans la salle, j'ai surtout pas oublié tout ça. Et j'ai cité aussi un remède d'immuno dont on n'a pas trop parlé, qui est le 2-LMM senior, qui peut être vraiment intéressant. Ici, on avait vu Mireg, la NADH, après c'est la nutrithérapie qu'on a déjà vue. Je vous ai mis le protocole du FLCCC pour que vous l'ayez. Vous allez voir que globalement, on retrouve à peu près la même chose, puisqu'ils prennent beaucoup en charge le SAMA aussi, enfin ils essaient. Il y a juste la fluvoxamine qui réapparaît. Il y a des études là-dessus intéressantes, moi j'avoue que je ne l'utilise pas. Et je voudrais juste avoir ma avant-dernière diapo, parce qu'il fallait que je rende hommage à Claire. Réellement, le jeûne est une des thérapeutiques à envisager dans les Covid longs. Jeûne intermittent ou jeûne long, entre guillemets, de 7 jours, plutôt évidemment dans un centre labellisé Fédération de jeûne randonnée. Voilà, merci beaucoup et désolé d'avoir été un peu long. you.